Merci à tous pour votre venue et votre inscription à notre masterclass. Je suis Elsa Vazinier, je suis directrice conseil média chez Artefact et aujourd'hui je suis avec Sherina Khalidi qui est directrice of performance marketing. Dans la salle, qui connaît Deezer ? Parfait, normalement on est tous au même niveau. Donc pour rappel, Deezer c'est une plateforme de streaming audio, musique et podcast qui est sur un environnement double, donc desktop et app. C'est une licorne française, un des pionniers dans le milieu, donc qui a été fondé il y a 15 ans à peu près. Ce qui veut dire qu'on est quand même sur un data legacy qui est assez important. On le verra plus tard dans la présentation. Et on est sur qui est disponible sur une centaine de marchés. Nous, en médias, on travaille sur environ 10 marchés. Je te laisse... Donc, bonjour à tous. Effectivement, alors chez Deezer, ce qui est assez intéressant quand on bosse en acquisition comme moi, c'est qu'on est sur plusieurs marchés, mais au-delà de ça, on est sur plusieurs marchés avec des problématiques très différentes. Puisque si vous connaissez un peu Deezer, vous devez savoir qu'on est leader en France, mais on est challenger sur tous les autres marchés actuellement. L'autre élément assez intéressant quand on arrive chez Deezer, c'est qu'on a un environnement cross-device très poussé, dans le sens où on a vraiment une multitude de parcours différents, web to app, app to web, dans les deux sens, avec une multitude de points d'entrée qui fait que, d'un point de vue acquisition, on s'amuse bien chez Deezer. Et donc pour présenter rapidement, nous Artefact, on est une entreprise de conseil en data et digital marketing et on accompagne Deezer sur tout leur scope, toute leur campagne média, notamment social et Google. Donc aujourd'hui, l'objectif vraiment, c'est de vous raconter comment on arrive à concilier performance, scalabilité du fait de la pénétration business qui est différente selon les marchés et innovation. Du coup, l'objectif de notre campagne média, il est assez simple, mais il se divise en deux parties. Le premier, c'est évidemment de réussir à générer un maximum de souscriptions au coût le plus faible, tout en étant du coup at scale sur les marchés clés de Deezer, selon leur spécificité marché et la pénétration business qu'on a sur chacun des marchés. Alors pour vous parler assez brièvement de notre industrie, l'industrie du streaming musical, et j'en profite pour faire un petit coucou potentiellement à Spotify qui est peut-être dans la salle, c'est qu'effectivement on est par le passé on était vraiment une industrie hyper naissante, donc on allait faire de l'acquisition d'utilisateurs, peu importe le coût, on cherchait la croissance à tout prix. Aujourd'hui c'est un marché qui est devenu mature et le vrai enjeu pour nous chez Deezer, c'est vraiment d'atteindre l'expansion rentable. Donc la rentabilité c'est vraiment devenu l'enjeu central en fait de boîte aujourd'hui chez nous. Là, c'est un slide que j'aime bien, parce que pareil, quand on bosse en acquisition, on aime bien les camemberts, et surtout celui-là. Donc, de la même façon, s'il y en a parmi l'audience qui veulent me partager leur camembert de Mix Media, moi, je suis toujours preneuse. Et de la même façon, n'hésitez pas à prendre des photos, parce que, pour le coup... ça permet vraiment aussi de donner du grain à moudre sur ces mix médias. Donc on commence avec environ 12% de nos budgets investis en digital le sont sur des campagnes de trafic et de considération. Alors de la même façon, comme on est dans la musique, on a énormément de contenu à diffuser. Donc nos campagnes de trafic et de considération, c'est essentiellement des campagnes de contenu qui vont être micro-targetées ou très très ciblées en fonction des goûts musicaux. Mais c'est pas la majorité de nos investissements, évidemment. Ensuite, on va trouver 3% en rétention, donc c'est très très faible, 3% en rétention. Effectivement, on n'est pas un retailer. Et en fait, la réalité, c'est que l'achat média, aujourd'hui en digital, pour aller faire de la rétention, c'est des mécaniques qui sont vraiment pensées pour les retailers, pour aller résoudre les problèmes d'abandon de panier. Nous, on n'a pas de panier, on fait de la souscription à l'abonnement. Donc, notre rétention, c'est vraiment de faire en sorte que les utilisateurs restent sur le service. Et pour ça, il n'y a rien de mieux que nos outils organiques. Donc, c'est vraiment CRM et tout ce qui va se passer au sein du produit. Mais en achat média, aujourd'hui, en tout cas, on n'arrive pas vraiment à être sûr que quand on fait des campagnes de rétention, ça nous permet vraiment de retenir nos utilisateurs. L'autre type de campagne, également assez minoritaire, ce sont les campagnes de notoriété. C'est environ 15% de nos budgets en digital. Donc là, vous ne voyez pas évidemment tous les autres budgets qui vont participer à driver de la notoriété pour Deezer. C'est essentiellement sur des temps forts. Et c'est effectivement, généralement, de façon assez
on est assez pragmatique dans nos investissements. Et 70% restant, c'est vraiment la conversion. Donc on est vraiment une boîte, pour le coup, hyper héroïste. On va vraiment chercher à maximiser le bas de funnel via les partenaires dont nous allons pouvoir parler plus en détail. Je rentre tout de suite sur la... Pardon, désolée. C'est bon ? Sur la conversion, donc, qui représente quand même le très gros du camembert, il y a évidemment un partenaire qui est assez clé, qui est Google, qu'on travaille notamment via des campagnes d'Universal App Campaign, que je vais appeler les UAC pour le reste de la présentation, pour que ce soit plus rapide. Les UAC, rapidement, c'est donc les campagnes de téléchargement d'app de Deezer, de Google, pardon. C'est des campagnes qui sont, une typologie de campagne qui est assez black box, très dynamique, et que nous, on travaille de manière assez évidente pour Deezer depuis 2018. Il y a 2 points clés qui sont assez importants à retenir sur cette slide, malgré une slide assez chargée. La première, c'est les KPI d'optimisation, c'est-à-dire que la conversion qu'on donne à Google a beaucoup évolué depuis 2018. Quand on a démarré, on était sur de l'app install, donc plus ou moins qualifié. Et au fur et à mesure des années, on est remonté sur le parcours client. C'est-à-dire qu'ensuite, on a été en registration en 2019. Depuis 2020, on est sur de la souscription, notamment via des offres. Donc la souscription, l'utilisateur rentre quand même son nom, son adresse et son numéro de carte de crédit. Il ne paye pas puisque c'est souvent via des offres, mais quand même, il y a un vrai engagement. Et depuis 2022, donc ça fait un moment qu'on travaille dessus, mais on a réussi à ajouter la notion de lifetime value. D'abord comme un KPI de reporting. Et là, depuis tout récemment, on vient de lancer nos premières campagnes où la lifetime value est l'objectif de conversion de nos campagnes. Donc notamment au Brésil où on fait nos premiers tests. Tu veux compléter ? Le deuxième point qui est assez clé, c'est le budget que ça représente au niveau des investissements Google Ads pour Deezer. En fait, au début, assez vite, ça a été un peu la ruée vers l'or parce que c'était beaucoup de conversions à un CPA très faible. Donc ça représentait jusqu'à 85% du budget global pour Deezer. Là, nous, l'objectif, c'est vraiment d'essayer de pas être dépendant de cette typologie de campagne et d'essayer vraiment d'aller diversifier les typologies de campagne qu'on travaille en performance. Alors effectivement, au sein du mix média, on n'aime pas que la majorité, qu'un partenaire récupère vraiment la majorité du volume incrémental. Et ce qu'on aime moins aussi en acquisition, c'est le concept de black box. Donc le machine learning est certes sur le papier absolument fantastique, mais on aime bien garder un peu une notion de contrôle. Et puis surtout, il y avait un élément, nous, qui nous inquiétait un peu chez Deezer, c'était de se demander s'il n'y avait pas de la cannibalisation avec notre organique, puisque au-delà du fait qu'on perdait un peu le contrôle, on perdait aussi un peu la visibilité. Et pour s'assurer effectivement qu'on n'a pas de cannibalisation avec l'organique, on a fait plusieurs MMM, donc Marketing Mix Modeling, qui nous ont énormément rassurés là-dessus. Donc on sait qu'en fait, là, pour le coup, on va vraiment chercher de l'incrémental grâce à Google. Du coup, pour diversifier notamment et ne pas créer de dépendance envers les UAC qui représentent aujourd'hui 65% du budget global, on a testé Performance Max. Donc on a été alpha-testeur sur Performance Max en France avec Deezer, qu'on a lancé, donc c'était en 2021, d'abord sur un marché, puis 2, puis 3. Aujourd'hui, on a quand même des performances qui sont hyper intéressantes et surtout qui nous permettent d'aller au-delà du réseau app. Donc Performance Max, c'est pareil, une typologie de campagne assez black box où grosso modo vous mettez tous vos assets dedans, vous mettez votre objectif et ça va être diffusé sur tous les réseaux, sur tout le réseau de Google. Ce qui nous a permis, nous, du coup, d'aller chercher des souscriptions incrémentales, notamment sur le parcours web, avec des CPA en dessous de ceux qu'on a sur les apps. Aujourd'hui, Performance Max, c'est environ 20% du budget conversion de Deezer. C'était 3% l'année dernière, donc c'est vraiment exponentiel et c'est un produit qu'on utilise beaucoup et qui performe vraiment très bien. Alors du coup, pour embrayer sur les social ads, un peu à l'inverse de ce qu'on a vu précédemment, sur les social ads, on a toujours eu un véritable enjeu chez Deezer d'arriver à driver du volume avec un bon coût. Alors je sais que c'est pas le cas de tous les advertisers, hein, mais nous, on a honnêtement vraiment toujours eu du mal avec un modèle aussi last click.
Et donc du coup, l'enjeu, c'était vraiment d'aller chercher, justement, comme je le disais en début de masterclass, d'aller chercher de la rentabilité, de la croissance rentable sur les social ads. Et l'autre élément sur lequel on a beaucoup travaillé, mais vraiment en termes d'effort d'entreprise général, ça a été de replacer l'acquisition au centre, au cœur du réacteur de Deezer, et de s'assurer que l'acquisition, en fait, elle inquiète pas seulement la team performance marketing, mais elle inquiète aussi toutes les autres équipes, notamment le produit pour les landing pages, la data pour le tracking et l'intelligence de façon générale, et puis évidemment le studio pour les assets créatifs. À partir du moment où fin 2021, on s'est dit que en fait l'acquisition c'était au centre de nos préoccupations d'entreprise, on a profité d'énormément de ressources et de bandes passantes auprès de ces équipes pour pouvoir multiplier les tests. Et là, on a fait en fait quelque chose d'assez basique, assez classique dans l'acquisition, c'est qu'on a pris tous les paramètres qui permettent de driver de l'acquisition et on s'est mis à tout tester. Donc on a multiplié les tests créatifs. On a multiplié les tests sur les parcours. Donc ça, c'est pareil, je le disais tout à l'heure, on a énormément de parcours différents, de points d'entrée différents. On peut envoyer nos utilisateurs sur le web, on peut les envoyer sur l'app, on peut chercher à faire de l'install. Pour le coup, on peut vraiment s'amuser. Mais du coup, c'est un énorme terrain de jeu et on en a profité à fond sur le premier semestre en multipliant les tests pour vraiment maximiser, aller chercher à optimiser le taux de conversion de l'arrivée sur la landing vers notre fameux moment où l'utilisateur met sa carte bleue. On a travaillé aussi, on a testé les fenêtres d'attribution, donc ça paraît un peu étrange comme ça, mais en fait, en changeant les fenêtres d'attribution sur les consoles d'advertising, on va avoir des optimisations qui vont changer en fonction de ce qu'on nourrit. Donc on a notamment retiré le post-view, par exemple. Et au contraire de ce qu'on aurait pu penser, ça nous a permis d'augmenter les volumes en post-click. Et on a aussi testé énormément d'audiences différentes. De la même façon, on a vraiment été testé. Qu'est-ce qui se passe si on micro-target, si on target de façon plutôt raisonnable, et si, allez, on y va à fond, on ouvre les vannes, on fait du broad targeting. Pour ce qui concerne notre industrie, le ciblage broad, pour le coup, vraiment, nous a aussi permis d'aller chercher de la croissance. Et donc, in fine, on a obtenu des super résultats. Nous, honnêtement, on est super fiers et qui sont, en théorie, assez difficiles à atteindre. C'est-à-dire qu'on a vraiment été chercher du volume incrémental tout en réduisant nos coûts d'acquisition. Juste pour préciser, donc toutes ces campagnes et tout ce travail-là, il a été effectué sur des campagnes classiques de conversion méta. Assez naturellement, on a testé les campagnes AAA qui sont le penchant app des UAC sur méta. Là, pour le coup, on a assez peu de volume, on n'a jamais réussi à l'escaler, donc on s'est vraiment concentré sur ces campagnes de conversion de méta et les efforts de Deezer ont été mis sur cette typologie-là de campagne. On va passer à la notoriété du coup, parce que Sherina vous le présentait, Deezer c'est quand même une marque qui est très connue, on l'a vu, vous connaissiez tous. En revanche, il y a quand même besoin de faire parler la marque et on est sur une compétition qui est très féroce. Donc l'objectif, ça va être beaucoup d'aller chercher une audience qui est plus jeune. Donc là, récemment, il y a une grosse campagne de notoriété qui a été réalisée pour répondre à cet objectif. L'objectif marketing, très simple, être top of mind sur la notoriété et l'affinité de la marque chez les 20-25 ans. Donc on avait vraiment une audience très très ciblée. Et là, Deezer a travaillé avec Buzzman, notamment sur des créas qui changent complètement de ce qu'ils faisaient avant. Si vous vous souvenez des campagnes Deezer de l'année dernière ou il y a 2 ans, c'était la famille qui se promène et tout le monde écoute Deezer. Là, on est vraiment sur des créas qui s'adressent de manière beaucoup plus de manière beaucoup plus osée à l'audience 20-25 ans. Donc il y a eu tout un dispositif offline. En digital, assez naturellement, on s'est beaucoup penché sur le social pour aller chercher cette audience-là. Donc on avait un objectif de marque pure auprès de Nova 25 ans, donc Meta, TikTok évidemment. Il y a aussi eu un TikTok challenge, donc on a eu une campagne d'engagement pour aller générer un maximum de trafic envers ce hashtag challenge. Et puis du YouTube aussi, 18% environ du budget global avec un objectif de pure brand. Là, l'objectif vraiment c'était d'aller faire du reach auprès de cette audience et de marteler à fond. On a des premiers résultats qui sont hyper encourageants, plus 3,8% d'absolute brand lift en France, sachant que c'est là où la marque est la plus forte, donc on est content de réussir à avoir un lift en France. On a mis en place un search lift, donc l'objectif c'est de mesurer l'impact de nos campagnes médias sur les requêtes de mots-clés de Deezer. On est à plus 16%, donc ça veut dire
concrètement, les personnes qui ont vu cette campagne ont recherché 0,3 fois plus Deezer que les autres. Et puis on a de l'ad recall, je vous le montrais justement, on a avec ces créas qui sont très fortes en France et en Allemagne. L'objectif maintenant, notamment en Allemagne, ça va être de travailler la marque encore plus. C'est cool, on est content que les utilisateurs se souviennent de la créa. Maintenant, on veut qu'ils se souviennent de la marque. Est-ce que tu veux parler du post-test ? Oui, alors rapidement, effectivement, on a évidemment des post-tests suite à cette campagne et suite à toutes nos campagnes de notoriété pour vérifier qu'on atteint bien nos objectifs aussi côté brand awareness. Et les post-tests sur ce début de campagne ont été hyper positifs. Donc on a vraiment vu une amélioration de notre brand affinity et de notre brand préférence suite à cette campagne qui est très bien reçue. L'élément sur lequel il faut qu'on travaille maintenant, c'est vraiment l'attribution à la marque. Et ça, c'est normal, c'est le début d'une nouvelle campagne. Donc ça se travaille beaucoup plus sur la durée. Et puis du coup, le trafic et la considération, comme vous disait Sherina, Deezer crée énormément de contenu, des playlists, des Deezer Sessions, des contenus exclusifs avec les artistes. Donc nos campagnes de considération, voilà, c'est moins cadré, mais l'objectif c'est vraiment d'aller pousser ces contenus. Et puis on travaille aussi en considération les différentes évolutions produits que peut faire Deezer. Donc là notamment, on a une campagne pour Flowmood qui est une innovation produit de Deezer. Oui, alors Flowmood, pour le coup, on est très fiers de cette innovation purement French Tech chez Deezer. Peut-être qu'on peut passer sur le slide suivant juste pour vous donner une idée visuelle. Flowmood, globalement, c'est une roue avec vos humeurs et liée à un algorithme qui va être à la fois capable de vous sortir les musiques qui sont en lien avec vos affinités liées à votre historique d'écoute, mais aussi lié à l'humeur que vous avez en ce moment. Donc on a motivation, fête, zen, détente, entre autres. Et c'est vrai que du coup on était hyper fiers de cette feature. Comme je l'ai dit, French Tech, on sait qu'on a aussi besoin de faire rayonner ça autant que possible dans nos campagnes, mais en vrai, on fait jamais vraiment de campagne autour de nos features produits. En tout cas, c'était pas ce qu'on faisait avant. Donc, on savait pas trop comment s'y prendre. Et on a pris le parti d'avoir du coup une approche show don't tell. Donc vraiment de mettre en scène cette innovation produit et de la faire tester aux utilisateurs plutôt que de leur faire des grands discours et des campagnes de notoriété hyper créatives. Donc on avait un objectif toujours sur notre audience 17-25 qui était double, c'était d'une part d'aller faire beaucoup de reach pour que les gens voient la publicité et ensuite qu'ils interagissent. Donc de nouveau un plan très social, encore plus que sur la campagne précédente, de branding pour aller faire du reach et de considération pour créer un maximum d'engagement avec la roue. Et de nouveau, on a des résultats qui sont assez chouettes, avec un brand lift de 3,6 en France sur YouTube. Et puis sur TikTok, c'était notamment en Allemagne qu'on a eu des lifts intéressants sur la brand awareness cette fois-ci, qu'on n'a pas eu plus récemment avec la campagne de Noto. Et puis de l'ad recall. Donc les gens se souviennent de la roue et se souviennent d'avoir interagi avec la roue. Le prochain challenge. Alors, là, du coup, on a effectivement, comme je le disais tout à l'heure, on a des vrais enjeux autour du tracking et de la data chez Deezer. Donc, quand on arrive chez Deezer, on se dit chouette, un produit digital, je vais avoir toutes les données que je veux, je vais pouvoir vraiment retracer tout le parcours de mon utilisateur sur la durée. Dans les faits, en fait, on est aussi sur un produit qui est très complexe, avec énormément de pages, en fait, puisqu'on a énormément de contenu. Donc, on a des millions de pages tracks, des millions de pages albums, des millions de pages artistes, et ça, c'est seulement les pages contenus. Donc, je vous laisse imaginer un peu la trame qu'on peut avoir côté web, sans compter qu'on multiplie les efforts avec l'app. Donc, in fine, là où, quand vous avez une erreur de tracking chez un retailer, ça peut être des choses qui sont résolues en 1 heure, voire même potentiellement, vous êtes capable de le faire vous-même via un encapsuleur de tags. Chez Deezer, souvent, les problèmes de tracking, déjà, on a du mal à comprendre d'où ils viennent, vu la complexité de nos parcours. Et puis surtout, ça prend du temps dev. Et les devs, ils préfèrent passer du temps sur l'amélioration de l'expérience client plutôt que sur résoudre les problèmes de tracking pour lesquels, eux, ils ne voient pas vraiment l'intérêt d'être réactifs.
Donc en fait, c'est l'élément vraiment central qui fait que c'est assez challenging côté data chez Deezer. On a aussi un modèle à la souscription qui fait que, effectivement, on a un utilisateur qui va rester chez nous pendant très très longtemps. Il faut qu'on arrive à le suivre. Et surtout, voilà, c'est pas comme le retail où on va faire du chiffre d'affaires immédiat. Là, on va devoir le suivre dans le temps. Donc, calculer le retour sur investissement de nos campagnes d'acquisition, c'est challenging. Et comme je le disais tout à l'heure, une multitude de parcours qui fait qu'aujourd'hui, nos outils de tracking sont assez mal calibrés pour faire du app web sans arrêt. Voilà, on est obligé d'avoir plusieurs outils différents. On n'est jamais vraiment content de ce qu'on a. Donc, gros challenge côté data. Et du coup, à la question, comment est-ce qu'on fait pour mesurer concrètement l'impact de toutes nos campagnes médias sur nos conversions, nos performances, le tout cross-device, etc. La réponse est on ne l'a pas encore. On est en train de chercher. Donc, nous, la vision qu'on a déjà, c'est d'être très bon dans chacune des plateformes et de maximiser l'utilisation de chacune des plateformes. Un peu comme Excel, aujourd'hui, la plupart des gens utilisent 5%. C'est la même chose. Donc, l'objectif, c'est vraiment de pousser au max tous les outils publicitaires, de mettre en place CAPI, pour déjà avoir une bonne vision dans chacune des plateformes, chacun des leviers de ce qui se passe. Ensuite, là, ce qu'on est en train de travailler avec nos équipes data, c'est d'essayer de connecter un maximum les outils entre eux pour maximiser l'interopérabilité des outils. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas un outil qui permet de faire toutes les campagnes de notoriété, de performance sur du cross-device, web et app. Donc, on prend ce qu'on a et on essaye de faire avec ce qu'on a. À terme, la vision, ça va être de modéliser de la donnée pour essayer de récupérer la donnée perdue et avoir la vision la plus exhaustive possible. Aujourd'hui, c'est techniquement pas encore réalisable, mais c'est ce vers quoi on se dirige. Pour assurer une bonne innovation et pour s'assurer qu'on ne part pas dans tous les sens, et notamment parce qu'on a un vrai enjeu de scalabilité au niveau de nos tests, on a une roadmap de tests qu'on définit en début d'année avec Deezer et qu'on évidemment qui évolue selon les priorités business de Deezer et puis selon ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Donc voilà, je passe assez rapidement, mais l'objectif, c'est vraiment de se dire, sur chacun de nos leviers, qu'est-ce qu'on priorise comme test sur l'année, etc. Et puis, du coup, pour terminer, un peu comment est-ce qu'on fonctionne et comment est-ce qu'on met en place cette approche agile pour avoir des résultats qui sont satisfaisants. La première chose vraiment à avoir en tête, c'est d'anticiper un maximum les évolutions techniques et technologiques, parce que très vite, ça peut devenir un avantage ou un désavantage compétitif. Le deuxième point, c'est vraiment d'avoir des équipes de talents qui soient complémentaires. Donc les équipes conseil, des équipes médias et des équipes data. Notre rôle vraiment à Sharena, c'est d'aller pinguer à chaque fois la bonne personne et de s'assurer que tout le monde parle bien ensemble quand on a un problème, notamment par exemple sur nos problèmes de tracking qui peuvent en fait très vite devenir un vrai souci parce que derrière on mesure plus nos campagnes. Il y a deux derniers points, du coup aussi, qui nous semblent hyper importants, parce qu'on n'a pas beaucoup parlé, mais tout ça, c'est vraiment les résultats d'une collaboration très forte entre Deezer et Artefact, donc entre un annonceur et son agence. Et au final, ça repose sur deux éléments qui sont indissociables, selon moi. C'est vraiment déjà se challenger en continu, donc il faut continuer à mettre la barre haut, sans arrêt, et il faut pas lâcher... il ne faut pas, entre guillemets, perdre espoir quand on n'arrive pas tout de suite à atteindre ses objectifs. Et c'est aussi la raison pour laquelle on continue vraiment à tester sans arrêt et on ne lâche pas l'affaire, littéralement. Mais il faut le faire vraiment dans un climat de confiance et de transparence si vous voulez tirer le meilleur de votre agence. En fait, c'est une équipe externalisée, donc il faut aussi arriver à construire une collaboration avec eux comme vous le feriez avec une équipe en interne. Et ça passe effectivement beaucoup par de la transparence et être sûr qu'en face, les équipes de votre agence comprennent bien exactement quels sont vos enjeux pour pouvoir mobiliser les efforts en conséquence. Voilà. Voilà pour nous. Est-ce que vous avez des questions ? Oui. Le mix média, il y a aussi je vois de temps en temps de l'offline fait par Deezer. Est-ce qu'il y a aussi de l'offline et ça a été testé et si ça marche avec un binôme avec le digital ou quoi trop, quels sont les... Alors, je vais répéter un peu la question parce qu'effectivement, on a un live. Donc, la question est très intéressante au sujet du mix média avec le offline. La question est intéressante et la réponse est multiple.
Mais globalement, bien entendu que le offline, on peut pas, je pense qu'on ne peut pas se permettre aujourd'hui d'être à 100% en digital si on est ambitieux. On est obligé d'adosser du offline. Chaque média a, pour le coup, chaque média va répondre vraiment à des objectifs très précis. Donc, idéalement, il faut vraiment partir de la stratégie média en amont. Quel est son message? Quel est l'objectif? Quelle est l'audience? Et essayer vraiment d'identifier les meilleurs médias offline par rapport à ces trois paramètres stratégiques. Et peut-être pour compléter, sur la complémentarité off et on a déjà fait pas mal de choses. Par exemple, l'année dernière, on avait sur notre campagne de notoriété un QR code. Donc c'était des campagnes d'affichage. Tu avais un QR code qui redirigeait sur l'application. Donc ça, c'est quelque chose qu'on pouvait traquer. On a aussi pas mal travaillé la complémentarité YouTube, télévision, pour essayer de voir si on arrivait à aller chercher de l'incrémentalité. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on intègre au mix média. Est-ce que vous travaillez avec un modèle MMM ou pas du tout? On en parlait tout à l'heure dans la conférence. Tout à fait, oui. Des arbitrages entre le off et le on, par exemple? Alors, oui, tout à fait. Je l'ai mentionné également. Donc la question, c'est au sujet des MMM. Donc oui, on fait des MMM chez Deezer. Et Marketing Mix Modeling, c'est absolument clé. Et on confronte, pour le coup, l'impact business à la fois du digital, du offline, en performance et en brand. Et ça reste, pour moi, je trouve que c'est un sujet hyper intéressant à creuser aujourd'hui parce que ça apporte pas forcément toutes les réponses qu'on aurait voulu. C'est pas non plus la solution magique, je trouve, pour définir son mix média. Il y a encore beaucoup de choses qui passent un peu entre les mailles du filet. Ouais, entre les mailles du filet. À quelle question ça n'a pas répondu pour vous, par exemple? C'est quoi la déception? Pour moi, la déception, c'est vraiment l'impact sur le long terme des campagnes de brand. Parce que au final, en tout cas, dans les MMM que j'ai vus, on a une baseline, une sorte de baseline organique, mais la baseline, elle n'est pas arrivée de nulle part en fait. L'approche elle est très court-termiste et trop héroïste. L'approche est très court-termiste et trop, oui, elle est très court-termiste. En tout cas, elle nous aide pas à comprendre, à nourrir notre vision à long terme. Et concernant le fait que vous rappeliez que vous étiez leader en France, mais qu'en même temps vous cherchez actuellement de l'expansion rentable, ce qui implique de rationaliser. Comment vous faites pour conforter votre position, mais pas à tout prix? Alors, du coup, la question que vous posez, c'est vraiment sur où est-ce qu'on place le curseur entre rentabilité et volume. Et aussi pour conforter la position de leader et ne pas la perdre de la concurrence par un manque d'investissement. Oui, alors effectivement, on a une stratégie défensive quand on est leader sur un marché. Mais on est en fait le marché du streaming, ça reste quand même un marché en croissance. Donc dans tous les cas, il faut qu'on aille chercher la croissance. Ça c'est un acquis. On doit aller chercher la croissance. Où est-ce qu'on place le curseur entre notre recherche de rentabilité et la croissance? Ça c'est la question à $1 million. Ça donne sincèrement lieu à beaucoup de discussions en interne et pour le coup c'est vraiment à la direction d'un moment de savoir trancher où est-ce qu'on place le curseur, mais on peut pas tout avoir, ça c'est sûr. On a eu un petit signe, il faut qu'on conclue, donc on peut continuer ensuite sans le micro, sans le live, etc. Merci à tous en tout cas pour votre participation.